Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. C'est une attaque sans précédent contre les scientifiques, contre les universités, contre la connaissance à laquelle on assiste aujourd'hui aux États-Unis. Depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, des dizaines de milliers d'emplois ont été supprimés dans les agences scientifiques fédérales. Les coupes dans le financement de la recherche sont colossales. Alors un exemple parmi d'autres, Trump veut couper 75% du financement de l'agence d'observation océanique et atmosphérique qui joue un rôle incontournable dans les recherches mondiales sur le climat. On va décrypter dans notre émission aujourd'hui les raisons qui poussent Trump et plus largement des partis d'extrême droite un peu partout dans le monde à s'attaquer aux sciences. Pourquoi ce qu'il se passe aux États-Unis doit nous intéresser, doit nous préoccuper ici aussi? On va poser cette question à Marius Gilbert qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en épidémiologie à l'ULB, vice-recteur à la recherche. Alors déjà Marius Gilbert, est-ce que ça vous a surpris toutes ces attaques frontales finalement contre la science, les scientifiques, les universités? Alors, ce qui m'a surpris, c'est la profondeur de ces attaques. Et parce que lors du premier mandat de Trump, il y avait déjà un certain nombre d'attaques contre les savoirs. Donc, il y avait des sites web d'agences fédérales qui avaient été modifiés, des choses comme ça. Mais ça n'avait jamais pris une telle ampleur en termes à la fois budgétaires, en termes de programmes de recherche et en termes thématiques. Donc, on est vraiment dans une attaque vraiment sans précédent, je pense, au niveau de l'histoire des États-Unis sur les savoirs dans certains domaines et dans des domaines précisément qui font un peu obstacle à la politique que la nouvelle administration entend mener. Mais justement, parlons un peu de ces domaines. C'est vrai qu'il y a un peu tous les domaines sont ciblés, mais on voit qu'il y a vraiment toutes les recherches sur les changements climatiques, la biodiversité, et puis toutes les sciences humaines et sociales aussi, avec des termes carrément, des mots qui ne peuvent plus être utilisés, c'est ça? Oui, alors c'est ça qui était assez sidérant, en fait, lorsque les toutes premières mesures comme ça étaient annoncées. La première vague, dès qu'il est arrivé, c'était dire à l'ensemble des membres des agences fédérales, dans lesquelles il y a toutes sortes de scientifiques qui travaillent, qu'il leur était interdit de communiquer ou de participer à un certain nombre d'échanges scientifiques internationaux, et en particulier que certaines publications, il y avait une liste de mots comme ça qui étaient interdits d'usage dans un certain nombre de publications, et c'est tous des mots qui sont en lien avec des thématiques diversité, inclusion. Des mots comme femme, transgenre, voilà, par exemple. Et ça a choqué évidemment énormément de monde, et surtout que dans un contexte aux États-Unis qui met aussi fort en valeur la liberté d'expression, c'est quand même un élément qui est très très fort dans la culture américaine, et comme ça que le pouvoir vienne dire il y a des mots qu'on ne peut plus utiliser dans l'exercice de ses fonctions en tant que scientifique, était extrêmement choquant et continue à l'être. Mais ça, je dirais que c'était la face émergée de l'iceberg, parce que au-delà de la capacité à communiquer, on voit bien que dans la suite des mesures qui ont été faites, on est allé toucher directement à l'emploi des personnes concernées. Donc il s'agit en fait de se débarrasser de toute une série de personnes et de l'expertise qui va avec dans certains thèmes, et aussi des programmes de financement qui financent la recherche qui se font en dehors des agences fédérales, qui se fait dans les universités. Et puis, encore la troisième vague, c'est les mesures qui touchent directement les universités elles-mêmes, les subventions fédérales aux universités elles-mêmes. Donc, il y a vraiment eu une attaque en trois temps. D'abord sur des éléments un peu plus symboliques, le langage, qu'est-ce qu'il y a dans les sites web des agences fédérales et qu'est-ce qu'on accepte de maintenir ou pas. Ensuite, les emplois des personnes des agences fédérales et les financements qui vont avec. On a vu comme ça l'agence USAID complètement démantelée pratiquement du jour au lendemain. Donc qui soutient le développement à travers le monde, le développement de la recherche. Voilà. Et dans laquelle il y a beaucoup de scientifiques qui travaillent, où il y a pas mal de travail scientifique qui dépend de ces financements-là. Et puis, je dirais la troisième vague, c'est ce qui touche les bailleurs de fonds et les universités elles-mêmes. Donc il y a vraiment eu et je pense que c'était quelque chose qui était très planifié, très orchestré, parce que ce n'est pas quelque chose qui est venu s'improviser juste comme ça, tout d'un coup, une lubie de Trump. Donc vraiment, c'est assez profond, et c'est d'ailleurs pour ça que les réactions tant aux États-Unis qu'à l'international, ont été quand même relativement fortes. Mais je pense maintenant, une fois la sidération passée, la question c'est qu'est-ce qui va être mis en œuvre, quel va être l'impact réel de ces mesures en matière de progrès scientifique et de collaboration internationale. Et c'est là, je pense qu'au niveau européen,
il faut passer à autre chose que de la sidération et de voir comment est-ce qu'on peut se montrer solidaire vis-à-vis de nos collègues américains. Et organiser une forme de résistance. Hein. Et organiser aussi une forme de résistance pour faire en sorte que les savoirs continuent à progresser. Parce qu'en fait, en arrière-plan, alors c'est bien beau, si Trump veut simplement casser son thermomètre, bon, c'est son problème, on a envie de dire. De cette manière, c'est son problème, mais c'est le thermomètre du monde. La plupart des gros enjeux contemporains sont des enjeux qui sont globaux. Qu'on parle de climat, qu'on parle de risques vis-à-vis des pandémies, qu'on parle de biodiversité. Et donc, à partir du moment où un acteur aussi important que les États-Unis se retire du jeu en termes de collecte de données, ça a un impact sur la science américaine, mais ça a un impact sur notre capacité à mesurer les phénomènes et donc à agir sur eux. Et donc, si on veut pouvoir agir par rapport à ces enjeux-là, il faut trouver des moyens de compenser ça. Et donc, il faut à la fois se montrer solidaire vis-à-vis des scientifiques américains et voir comment est-ce qu'on peut les aider à passer ce mauvais cap, en espérant que ce ne soit qu'un cap qui est la durée du mandat de Trump, et à la fois essayer de voir comment est-ce qu'on peut compenser pour que les savoirs ne soient pas interrompus et qu'on puisse continuer à collecter des informations pour pouvoir documenter la manière de réagir face à ces crises. Alors, on va parler encore dans un instant de tous les moyens justement de réagir et de résister. Je voudrais revenir un peu sur les causes et pour les raisons pour lesquelles Trump s'attaque aux sciences. Et avant de poursuivre cette discussion, je vous propose qu'on regarde un clip qui a été réalisé par le mouvement Stand Up for Science en France. On y voit notamment une archive de Carl Sagan, qui est un scientifique américain connu pour son travail de vulgarisation dans les années 80-90. Et on voit que ses propos sont un peu prémonitoires. We live in an age based on science and technology with formidable technological powers. And if we don't understand it, by we I mean the general public, if it's something that, oh, I'm not good at that, I don't know anything about it, then who is making all the decisions about science and technology that are going to determine what kind of future our children live in? This combustible mixture of ignorance and power, sooner or later, is going to blow up in our faces. We have to attack the universities. Eliminating the Federal Department of Education. They've lost a tenth of their staff, and that could go up to half of their staff. It's going to be amazing! That has sparked fears of wide-ranging harm to healthcare, climate protection, and food safety. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. A way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility. If we are not able to ask skeptical questions, to interrogate those who tell us that something is true, to be skeptical of those in authority, then we're up for grabs for the next charlatan, political or religious, who comes ambling along. It's a thing that Jefferson laid great stress on. It wasn't enough, he said, to enshrine some rights in a Constitution or a Bill of Rights. The people had to be educated, and they had to practice their skepticism and their education. Otherwise, we don't run the government runs us. Become leaders. Every citizen, each of us, wants a better future for ourselves and for our families. Together we can, and we must, stand up for science. Alors, Marie-Gilbert, j'ai envie de vous faire réagir à ce clip et à ce qui est dit. Surtout, on voit par exemple Vance, donc le vice-président américain, qui dit l'université, c'est notre ennemi. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette haine envers les universités, les scientifiques? Je pense que la réponse, on la voit dans le clip aussi, dans un des panneaux. En fait, la science est un contre-pouvoir. Et donc, dans une société démocratique saine, il y a un certain nombre de contre-pouvoirs et qui sont très sains, qui permettent comme ça d'éviter le fait qu'un leader prenne une espèce de pouvoir absolu. Et le monde académique, le monde des savoirs est un des contre-pouvoirs, puisqu'en fait, c'est là qu'il y a toute une expertise, qu'il y a toutes des connaissances qui peuvent être mobilisées dans des discours et qui sont susceptibles d'être critiques
Et c'est très bien vis-à-vis de l'ensemble des propositions qui sont faites à l'échelle d'un gouvernement, qui donc alimentent le débat public. Et dès le moment où ils alimentent le débat public, ils sont susceptibles d'influencer celui-ci. Et donc c'est clairement le contre-pouvoir représenté par les universités et par les savoirs qui est visé ici, puisque en visant spécifiquement un certain nombre de domaines liés à la diversité, à l'équité, à l'inclusion, au climat, à la diversité, eh bien, l'administration Trump entend faire taire en fait un contre-pouvoir important qui pourrait se dresser face à la politique qu'il entend mener. Donc c'est vraiment ça, je pense, la manœuvre, c'est de se dire, eh bien, il y a différents contre-pouvoirs, il y a les juges, il y a les médias, et il y a le monde académique, et il s'agit d'agir sur l'ensemble de ces contre-pouvoirs. Alors, Trump avait déjà réussi au niveau des juges, par l'intermédiaire de ses actions vers la Cour suprême, à asseoir une certaine emprise politique au niveau de la Cour suprême. On voit bien que le pouvoir judiciaire est un peu le dernier garde-fou pour le moment qui protège un certain nombre de dispositifs, puisqu'il y a plein d'universités qui ont introduit des recours en justice pour aller contre un ensemble de dispositifs. Le deuxième, c'est les médias, mais on voit bien que ce contre-pouvoir-là, il est extrêmement sous pression parce qu'en fait, il est détenu par un certain nombre d'oligarques qui sont maintenant ralliés à la cause de Trump. On a vu pendant la campagne, comme ça, certains journaux dire « Ah ben on ne se prononcera pas » alors qu'ils le faisaient avant, donc ne plus assumer de jouer leur rôle de contre-pouvoir. Et donc ici, il y a un vrai rapport de force dans lequel la nouvelle administration est rentrée avec les universités et avec le monde de la recherche pour essayer d'affaiblir ce contre-pouvoir-là, pour pouvoir avoir une espèce de pouvoir absolu. Parce qu'à partir du moment où les gens Justement, je pense que Carl Sagan résume très très bien la question. Le meilleur manière contre-pouvoir, c'est l'éducation. C'est le fait que tout un chacun, dans la citoyenneté, soit conscient des enjeux, soit bien informé sur les enjeux qui l'entourent, de façon à ne pas se laisser berner par les discours qui peuvent être donnés par un contre-pouvoir. Et donc, c'est là la cible. Et J.D. Vance le dit clairement dans son discours. Il y a un extrait très court, mais ça vaut vraiment la peine d'aller écouter l'intégralité du discours, parce que ça montre, c'est un discours qui a été fait il y a plusieurs années. Donc ça montre que ce n'est pas du tout une action spontanée, que c'était très prémédité par la droite américaine qui entendait arriver au pouvoir avec Trump, de s'attaquer explicitement aux universités en tant que contre-pouvoir qu'ils entendent mettre au pas. Et mettre au pas, c'est aussi par des biais financiers. Et on voit bien les grosses universités maintenant américaines qui sont sous pression, sous le prétexte, soi-disant, qu'elles n'auraient pas lutté suffisamment contre l'antisémitisme. Mais c'est le cas, par exemple, de Harvard. Ces derniers jours, il y a vraiment une bataille qui est menée. Je me réjouis qu'en fait, en tous les cas, Harvard, et on va bien voir ce qui va se passer, mais ça fait un peu office de test, cherche à résister à ça. Ils se disent, eh bien non, on va essayer. On assume notre place, on assume notre rôle et on va essayer de tenir bon avec les moyens dont on dispose. Et je pense que c'est de là que peut venir la solution, c'est qu'effectivement un certain nombre d'institutions s'expriment et continuent à jouer leur rôle critique de contre-pouvoir et continuent aussi à produire des savoirs, produire de la connaissance et à distribuer aussi ces savoirs et à partager cette connaissance avec le grand public. Et là, il y a un autre enjeu qui, je pense, est très important, qui est celui de la communication des savoirs, de la transmission des savoirs, parce que ce n'est pas tout dans des universités qui sont parfois vues comme étant des tours d'ivoire, qu'il y ait de l'expertise, qu'il y ait des savoirs qui soient construits. Si on ne communique pas vers les gens, on peut se retrouver dans une situation à l'américaine où les gens considèrent que la science et l'expertise, c'est quelque chose de très éloigné d'eux. Et à confondre aussi science et opinion, parce que ça veut dire aussi... Science et opinion, à se dire qu'il y a une espèce de clique un peu informe qui rassemble les élites, les experts, les scientifiques, les gouvernements qui décident pour nous. Et ça, c'est un vrai risque. Et donc ça, il faut prévenir ce risque. Et une des manières de prévenir ce risque, c'est de dynamiser toutes les relations qu'il peut y avoir entre université et société. Et ça passe par la recherche participative, par les sciences ouvertes, ça passe par toute une série de dispositifs que les universités peuvent mettre en place pour montrer que ce sont des lieux ouverts vers la société et qui en fait servent à la société. Je pense qu'on doit pouvoir montrer dans les universités qu'on est au service de la société et qu'on n'est pas simplement un lieu clos qui
qui est réservé à une certaine forme d'élite. Et ça, je pense que c'est un enjeu démocratique extrêmement important. Alors, vous avez parlé de la vulgarisation scientifique finalement menée par les universités, mais je vous propose maintenant de donner la parole à Ossiane Sorel. Elle a fait finalement de la vulgarisation scientifique son métier. Elle est docteure en médecine vétérinaire, docteure en virologie, diplômée de l'Université de Liège. Elle est française mais installée aux États-Unis depuis 9 ans. Et après avoir travaillé 8 ans dans la recherche, elle se consacre aujourd'hui entièrement donc, à la vulgarisation sur son compte Instagram et sa newsletter de French Virologist. Elle est dans toute une série de mouvements de résistance de scientifiques américains. On lui a demandé à elle comment elle avait vécu finalement toutes ces attaques et surtout l'impact que cette désinformation aussi au niveau des sciences avait sur la population. Ça a été très rapide, ça a été très violent. Et je pense que on est tous traumatisés de ce qui est en train de se passer. Même si on l'avait quelque part un peu dans le coin de la tête, une fois on est mis devant les faits, c'est quand même assez choquant, ouais. Salut, moi c'est Océane, 2 fois docteur, 0 fois sérieuse. Et pourtant, je vulgarise la science pour que vous puissiez prendre soin de votre santé sans vous faire avoir par les charlatanus internetus, une espèce invasive très répandue sur les réseaux. Je suis vulgarisatrice scientifique. J'explique des trucs compliqués, mais sans être tordu comme une crampe. Ici, on est détendu, un peu trop parfois. Donc Kennedy est l'équivalent de notre ministre de la Santé. C'est un anti-vax notoire, hein. Et il a commandité une étude pour essayer de prouver qu'il y a un lien entre l'autisme et les vaccins. Lien qui a été réfuté depuis des années par des dizaines d'études sur des millions d'enfants. Mais là, il a commandité l'étude auprès d'une personne qui est déjà anti-vax aussi. Donc, ils ont déjà, si vous voulez, les conclusions avant même de faire l'étude. Donc, en fait, ils vont essayer de trafiquer toutes les données pour arriver à leur conclusion, ce qui n'est pas du tout dans la méthode scientifique, c'est pas comme ça qu'on fait des recherches, des études. Et en plus, ce lien de causalité a déjà été réfuté. Le problème, c'est que après, ils vont ramener sûrement leurs conclusions qui seront complètement erronées. Et ils vont réécrire l'histoire en disant si, il y avait un lien. Et en plus, comme ça va venir du ministre de la Santé, du ministère de la Santé américain, dans la tête des gens, forcément, ça va être vrai. Parce que ça vient pas d'une vidéo des réseaux sociaux, là, ça va venir du plus haut niveau de l'État. Et ça, c'est vraiment très, très problématique, parce que du coup, à force d'être lu, répété, ça finit par paraître vrai, en fait. Et après, nous, et puis pour instaurer, on en a déjà une perte de confiance du grand public envers la science et les institutions. Alors là, ça va être compliqué après à rattraper. Robert Kennedy Jr. doit faire face à une épidémie de rougeole sans précédent au Texas. Pourtant, le nouveau ministre de la Santé continue d'affirmer que la vaccination relève d'un choix personnel et pousse pour des traitements non conventionnels. Il promeut des choses comme la vitamine A. Donc on se retrouve après avec des enfants à l'hôpital parce qu'ils ont pris trop de vitamine A, donc ça devient toxique à une certaine dose. Donc il y a des enfants qui finissent à l'hôpital parce qu'ils ont fait une overdose de vitamine A. Enfin, c'est des choses absolument hallucinantes. Et c'est dramatique parce qu'il y a des enfants qui perdent la vie à cause de ça. Et il y en aura sûrement d'autres qui vont perdre la vie. Alors, Marius Gilbert, on le voit en fait les conséquences directes de ces attaques contre les sciences et qui est mêlée à une désinformation finalement au plus haut niveau de l'État. L'impact, il est concret sur, en l'occurrence ici par exemple, sur des enfants qui n'ont pas été vaccinés, à qui on donne des traitements qui ne sont pas adaptés non plus. Oui, et il est immédiat. Et c'est en ça qu'effectivement, on a quelque chose qui est beaucoup plus profond que lors du premier mandat de Trump dans les modifications qui sont mises. Parce que, voilà, lors de son premier mandat, par exemple sur la question de la santé, il y a toute une administration de la santé, y compris dans son leadership, qui était restée en place et qui, d'une certaine manière, absorbait un petit peu les visions un peu fantasques même que Trump pouvait avoir. On se rappelle, je crois qu'on se rappelle tous de cette conférence de presse où Trump proposait qu'il fallait boire de l'eau de Javel pour se soigner contre le Covid. Il y avait quelques scientifiques derrière qui pouvaient difficilement se retenir de rire par respect pour le président. Alors ça fait rire à l'époque, sauf qu'aujourd'hui, il s'est entouré de toute une série de personnes qui, du point de vue scientifique, sont
ne tiennent simplement pas la route. Je vais prendre un autre exemple sur Kennedy Jr. dans un sujet que je connais bien, c'est mon sujet de recherche principal sur la grippe aviaire. Donc, les États-Unis font face à une épidémie de grippe aviaire H5N1 sans précédent dans leurs élevages, et, à la fois dans les élevages aviaires, mais aussi dans les élevages de vaches laitières. Et la suggestion de Trump a été à un moment de dire on va simplement laisser l'épidémie courir parce que peut-être comme ça, il y aura de l'immunité naturelle dans les troupeaux. Sauf que en volaille, c'est 95 à 98% de mortalité. Enfin, ça démontre qu'en fait, il ne comprend simplement rien au problème, mais vraiment rien au problème. Et il vient avec des propositions de solutions qui sont complètement absurdes et qui feraient rire si elles ne faisaient pas pleurer parce qu'elles sont susceptibles d'avoir un impact de santé publique majeur. Donc on est vraiment dans un... Les États-Unis se retrouvent avec une administration qui est complètement disruptive à toutes sortes d'égards. Alors peut-être qu'il y aura certains éléments positifs malgré tout, enfin, c'est une façon de regarder, parce que voilà, il est très attaché à l'alimentation, à la qualité de l'alimentation. Alors ça, c'est vrai qu'effectivement, s'il fait des programmes qui permettent de sortir un peu plus de la malbouffe, c'est peut-être pas une mauvaise chose pour la santé des Américains, mais à côté, la quantité de dégâts qu'il aura fait dans d'autres secteurs est absolument considérable. Et là, ça concerne la santé publique des Américains directement. L'impact européen est peut-être moins important, mais sur la question des pandémies, il faut jamais faut toujours se rappeler que voilà, ce sont des problèmes qui nous concernent tous. Donc ce qui se passe là-bas nous concerne aussi assez indirectement. Mais alors, vous l'avez dit, il faut arrêter maintenant d'être dans l'inertie, il faut réagir. Comment on résiste? On voit qu'il y a eu des mouvements Stand Up for Science, donc des manifestations à différents endroits. Mais comment on s'organise? Comment la recherche aujourd'hui s'organise en Belgique, en Europe, voilà, pour être solidaire vis-à-vis des Américains, mais aussi montrer que ça a un impact chez nous? Alors la première étape a été plutôt une étape de sidération. Je pense qu'était un peu... On a vécu dans le monde scientifique ce qu'on vit au niveau politique et au niveau économique. Tout le monde était un peu sidéré de voir voilà, que tout d'un coup on est de nouveau dans une guerre économique, que tout d'un coup il y a des velléités territoriales des États-Unis sur le Groenland. Enfin, tout le monde s'est dit, enfin, où est-ce qu'on est, on sent bien qu'on rentre dans autre chose en matière de multilatéralisme des États-Unis, qui en sortent très clairement. Au niveau scientifique, c'était un peu la même réaction. D'abord, sidération. Deuxièmement, je pense qu'il a fallu sensibiliser beaucoup, parce que du fait que toutes ces actions se déroulent en même temps, c'est un peu ce qu'on appelle la stratégie flood the zone, inonder la zone, donc prendre toute une série d'actions en parallèle de façon complètement simultanée, de façon à ce que le champ de résistance éventuelle soit complètement noyé et que plus personne n'arrive à suivre ce qui se passe. Donc il a fallu sensibiliser. Je pense que le mouvement Stand Up for Science l'a fait. Et il y a eu comme ça une couverture médiatique en Europe qui a répercuté ça. Et on est maintenant dans la phase suivante qui est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Alors ce qu'on peut faire au niveau européen, c'est compliqué parce que au niveau européen aussi, les budgets recherche sont parfois un peu sous pression. Et c'est parfois un peu délicat d'imaginer qu'on mette en place des dispositifs pour financer ou cofinancer des chercheurs américains, alors qu'un certain nombre de chercheurs européens n'ont pas toujours la possibilité manquent aussi de financement, ont parfois des difficultés à poursuivre leur carrière, des choses comme ça. Donc ça, il y a une vraie question autour de ça. Mais je pense qu'on peut néanmoins, par exemple, il y a une série d'opportunités de carrière qui sont ouvertes en Europe tout le temps. Il y a des projets européens qui permettent de recruter des chercheurs internationaux. Dans toutes les universités, elles recrutent du personnel enseignant. On peut déjà faire la publicité de ces postes à l'international pour qu'éventuellement des personnes aux États-Unis que ça pourrait intéresser puissent simplement postuler. Ça, c'est déjà simplement une première possibilité. Faire connaître. Et alors, surtout, faire connaître des mandats qui sont temporaires parce que l'idée n'est pas nécessairement dans une approche opportuniste de récupérer la science américaine. Je pense que ce n'est pas du tout ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de se montrer solidaire dans une période difficile et de permettre à des chercheurs américains qui auraient perdu leur emploi ou qui n'ont plus vraiment de perspective là-bas, éventuellement de passer quelques années de recherche ici, et puis au terme de ça, on voit si Trump est toujours en place et éventuellement ils peuvent retourner. Mais donc d'avoir une espèce de période relais qui leur permettrait de traverser cette période et de ne pas perdre l'expertise. Des personnes partent complètement dans des carrières complètement différentes et de perdre toute cette expertise qui est là et qui est menacée. Et il y a peut-être encore un élément
qui est tout ce qui est données et bases de données publiques et collectives, où là, je pense qu'il y a certainement un rôle à jouer pour aussi servir de relais à des dispositifs pour maintenir la continuité d'un certain nombre de bases de données qui sont importantes en matière de collaboration internationale. Et alors, mais je vous coupe parce que je voulais juste donner une dernière fois la parole à Océane Sorel parce qu'elle nous parle aussi un peu du climat de peur qu'il y a autour des scientifiques. On va l'écouter. Résister, c'est continuer d'en parler. La pédagogie aussi avec le grand public, c'est très important. Pour moi, c'est la meilleure forme de résistance face aux fake news, c'est apprendre aux gens, et c'est ce que j'essaie de faire au quotidien, à repérer les fake news tout seul, les red flags, les choses qui peuvent leur mettre la puce à l'oreille qu'éventuellement on est en train d'essayer de les manipuler ou que l'information a été manipulée, et les éduquer aussi principe de base de biologie, voilà, de faire la différence entre les faits et les opinions. C'est des choses auxquelles que je fais depuis déjà 4 ans et que je continue de faire et je continuerai de toute façon de le faire. La grippe aviaire dans des œufs, des vaches et des humains aux États-Unis. Est-ce qu'il faut paniquer? Alors rassurez-vous, je sais très bien que ce genre d'article dans la presse fait flipper. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des dindes. Oui, c'est une excellente nouvelle. Quoique certains, on n'est pas sûr. Et le virus de la grippe aviaire, il n'est pas très adapté aux humains. Donc les cas humains restent très anecdotiques. Anecdotique, je sais pas pourquoi j'ai mis ça sur ce script. Ce mot est horrible. Donc les cas humains restent très rares. Après, il faut pas, je dis souvent, c'est un marathon, pas un sprint, hein, donc il faut continuer à dénoncer ce qui se passe, à en parler. Ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que moi, je suis indépendante, donc je peux en parler, mais c'est vrai qu'il y a des institutions ici américaines, des chercheurs ou des professeurs qui ont peur parce que quand on commence à critiquer l'administration Trump, bah, ils coupent les financements et donc ils vont avoir des représailles. Donc c'est très compliqué. C'est très délicat pour les Américains. C'est pour ça que parfois, vous n'entendez pas trop de choses dans la presse et que certains ne veulent peut-être même pas vous parler. Je pense que si j'étais pas américaine, je risquerais carrément de me faire déporter. Clairement, c'est ce qui se passe aussi. Là, ils ont déjà, je pense, révoqué quelques cartes vertes de certaines personnes qui avaient un discours qui n'allait pas dans leur sens. Ils ont bloqué notamment un chercheur aussi. Bon, il n'avait pas de visa, mais c'était un chercheur qui venait à une conférence, un Français qui venait à une conférence américaine qui a été bloqué à la frontière parce qu'ils ont trouvé des messages anti-Trump dans son téléphone. Donc ils sont très dans le contrôle hein, de leur idéologie et c'est vrai que si on rentre pas, si on marche pas avec eux, ils vont tout faire pour nous éliminer du paysage, quoi. You're an artist. Yeah. Are you good at it? Bitch, I'm in my bag. Oui, d'où l'importance de garder aussi un peu d'humour dans la résistance. Mais juste une mini-réaction sur le climat de peur. Le climat de peur aujourd'hui aux États-Unis. Ça, on confirme. Hein, en fait, on m'a souvent demandé, voilà, est-ce que vous avez des contacts avec des scientifiques américains parce qu'en fait, des journalistes s'intéressaient à avoir des témoignages. Et chaque fois qu'on demande à ces personnes, est-ce que vous seriez prêts à témoigner, ils disent non. Ils n'ont pas envie que ça apparaisse publiquement et que ça puisse éventuellement compromettre leur carrière. Et l'autre climat de peur, c'est dans l'autre sens. Je pense qu'il y a certaines thématiques, il y a des scientifiques européens qui vont vraiment hésiter à aller se rendre à un colloque scientifique ou une réunion scientifique aux États-Unis par crainte, effectivement, qu'on aille commencer à voir dans leur téléphone ou qu'ils soient refoulés à la frontière. Parce que ce n'est pas juste d'être refoulé à la frontière, parfois c'est passer quelques heures au niveau des douanes ou même parfois plusieurs jours. Il y a des cas de personnes du Canada, comme ça, qui ont passé quelques jours, qui ont été bloqués. Et c'est pas drôle. Donc, dans un pays de la liberté d'expression. C'est très, très étonnant de parler des États-Unis dans ces termes-là. Hein. Merci beaucoup, Marie-Gilbert. Je vous quitte en vous disant juste un mot sur les 50 ans du campus de la Plaine. C'est dans le cadre du Printemps des sciences. C'est l'occasion aussi de rappeler que les sciences sont importantes aujourd'hui dans la société. Merci beaucoup, Marie-Gilbert. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.